Bonjour, je suis Hervé Bré, je suis radiologue responsable du département d'imagerie à l'Institut Curie. Je vais vous parler des tumeurs, des biopsies de ces tumeurs des tissus mous. Il faut savoir une chose, c'est que la première chose, avant de parler des biopsies, de la technique elle-même, c'est de l'indication de biopsie. Et le topo que vient de vous faire Michel, qui est une qualité extrême, doit vous montrer la complexité de la sémiologie. Il faut bien se rendre compte que ce que Michel vous a montré, c'est de la très fine sémiologie qui est liée à son expérience, mais que les radiologues communs, entre guillemets, qui vont recevoir des patients en radiologie générale, connaissent assez peu ces tumeurs parce qu'ils en voient peu tout simplement. On est face à des tumeurs rares et donc cette finesse sémiologique, elle n'est pas toujours reconnue et c'est tout l'intérêt éventuellement de demander des avis dans des centres experts pour pouvoir réanalyser des examens qui ont déjà été interprétés. Et la première chose à faire quand on voit ces examens, c'est d'évaluer sa qualité. Ce que vous a dit Michel est essentiel. Il est bien fréquent qu'on ait des examens qui ne soient pas suffisants en qualité pour pouvoir l'interpréter. Donc poser l'indication de biopsie, ça sous-entend au préalable d'avoir une imagerie de très bonne qualité, parce que sinon on va poser de mauvaises indications. Alors la souris est là. Voilà. Donc cette biopsie, elle fait partie des recommandations internationales. Il y a des recommandations qui ont été publiées, à la fois pour le diagnostic et pour le traitement. Aujourd'hui, on va parler que du diagnostic. Avec donc cette imagerie appropriée, c'est vraiment la condition sine qua non. L'avis multidisciplinaire et la biopsie, on va la détailler. Et ensuite, bien sûr, la gestion appropriée du matériel. On va revenir sur ce point important. Vous savez qu'il y a eu très longtemps une discussion entre l'indication de biopsie chirurgicale et de la biopsie à l'aiguille. Les deux sont faisables. Néanmoins, lorsqu'on est face à des tumeurs complexes, comme vous l'a montré Michel, la biopsie à l'aiguille est aujourd'hui devenue le standard. Pourquoi ? Elle est très performante, à condition d'être faite selon les recommandations que je vais vous exposer après. Elle est très performante si on fournit assez de matériel aux pathologistes et c'est possible. On peut faire vraiment un diagnostic très précis grâce à ces biopsies en ayant du matériel en quantité suffisante. Donc ça s'évalue et ça se réalise à condition d'avoir une certaine expérience dans la méthode. Deuxièmement, ça permet de cibler. On vous a montré des exemples où ce sont des tumeurs hétérogènes avec des contingents myxoïdes, des contingents graisseux matures, des contingents immatures. Donc l'imagerie qui va permettre le guidage de la biopsie à l'aiguille est vraiment fondamentale et va vous permettre de cibler les bons territoires pour le pathologiste. En termes de complications, on est sur un geste vraiment mini-invasif et on sait que la fréquence des complications associées aux biopsies à l'aiguille est plus faible en termes de saignement, en termes de dissémination tumorale potentielle ou évidemment vis-à-vis des risques d'extériorisation tumorale qu'on peut avoir dans certains cas de sarcome biopsié chirurgicalement. C'est un geste que l'on fait également sous anesthésie locale et qui a accessoirement un faible coût. Donc aujourd'hui, le standard sur un sarcome des tissus mous de la paroi du tronc, d'un membre, c'est véritablement la biopsie à l'aiguille. Alors est-ce qu'il y a des risques et est-ce qu'il y a des complications associées à ces gestes ? Eh bien très peu. Le problème de la douleur, on le gère très bien par une prise en charge adaptée. On a des techniques d'anesthésie locale, bien sûr, au moment du geste de biopsie. On a aussi des gestes associés qu'on peut utiliser. On peut utiliser de l'hypnose conversationnelle. C'est ce qu'on fait régulièrement aussi pour les gestes un peu invasifs. On peut utiliser du méopa. On peut utiliser des antalgiques très puissants également sur des lésions très douloureuses, comme le Pintrox, qui sont des opioïdes qui peuvent être pris par voie respiratoire. Les anesthésies générales pour les biopsies des tumeurs des tissus mous sont vraiment très rarement nécessaires, sauf chez les jeunes enfants, bien sûr. Le problème du saignement, c'est toujours une question qu'on pose avant de faire un geste. Alors bien sûr, ça va dépendre de la région anatomique, de la profondeur de la lésion, de ses rapports anatomiques, de sa vascularisation. Michel vous a montré qu'il y avait des tumeurs extrêmement vascularisées. Tout ça, c'est organisable, ça demande un peu de préparation, un bilan d'hémostase, pré-geste et un bon ciblage de la lésion. L'échographie
avec le Doppler, permettant de bien cibler les régions qui sont à la fois les plus charnues, mais en évitant les gros vaisseaux. L'infection, c'est un risque qui est parfaitement maîtrisé et franchement, avec les biopsies à l'aiguille, ça arrive rarement si on respecte les conditions de prévention d'asepsie classiques que vous connaissez tous, je pense, sur l'hygiène des mains, du matériel, du site opératoire. Et reste la question un peu épineuse qui fait souvent l'objet de débats autour de l'essaimage tumoral sur les trajets de biopsie. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, on peut limiter ce risque grâce à la technique coaxiale, et je vais revenir dessus tout de suite. Deuxièmement, il y a des case reports publiés sur ces trajets de biopsie. Il y en aura toujours, mais dans l'immense majorité des cas, et c'est l'expérience de tous les centres experts sarcome, les biopsies à l'aiguille coaxiale n'entraînent pas d'essaimage tumoral. Pour faire ces biopsies, il y a des prérequis. Le premier prérequis, c'est d'avoir un peu l'environnement qui va avec, c'est-à-dire en termes de formation, de contrôle qualité des matériels, des procédures internes. Et dans les procédures internes, il y a non seulement les procédures classiques d'hygiène, etc., de préparation des patients vis-à-vis du risque hémorragique ou autre, mais une des procédures importantes, c'est la procédure transversale entre l'imagerie et la pathologie. Ça, c'est véritablement essentiel car les conditions de prélèvement, le transfert des carottes, le choix des milieux de conservation, etc., ça, c'est vraiment fondamental. Et si vous initiez une démarche de prise en charge par biopsie des tumeurs des tissus mous dans un établissement, ça nécessite véritablement la mise en place de ces procédures avec le service de pathologie en amont. Sinon, il y a des risques d'échec d'analyse ou de matériel insuffisant. Enfin, le prérequis, c'est l'analyse préalable du dossier, essentielle. Donc, analyse à la fois de la tumeur, imagerie de bonne qualité, on l'a déjà dit, faire une bonne analyse du compartiment où se situe la lésion, de sa structure, et aussi avoir une connaissance de la voie d'abord chirurgicale qui pourra être réalisée secondairement s'il s'agit d'une lésion chirurgicale. Et là, importance majeure de discuter au préalable, avant la biopsie, avec le chirurgien qui va opérer le patient pour décider du trajet de biopsie, c'est vraiment important. Deuxièmement, analyse bien sûr de l'état général du patient, des comorbidités, bien sûr. Alors, on peut faire ces biopsies dans des salles d'échographie, je dirais, standard, sans conditions d'équipement très particulières, pour les lésions superficielles sous anesthésie locale, sur une tumeur d'un membre notamment. C'est ce qu'on fait très régulièrement. On le fait bien sûr avec les mêmes conditions d'asepsie, mais on n'a pas forcément besoin de locaux ou de matériel très particulier. Pour des prélèvements plus profonds, ou des prélèvements nécessitant un accompagnement anesthésique, on le fait volontiers dans des structures beaucoup plus adaptées, c'est-à-dire dans des salles de radiologie interventionnelle ou dans les blocs opératoires, avec le matériel nécessaire, c'est-à-dire une grande majorité des lésions sont biopsiées sous échographie. De temps en temps, on a besoin du scanner pour le guidage, notamment pour les lésions profondes, les lésions rétropéritonéales. Le matériel est important. Le principe de base, c'est d'utiliser un système coaxial. Ça, c'est véritablement essentiel. Le système coaxial, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il s'agit simplement d'un système à double aiguille, c'est-à-dire une première aiguille qui est un introducteur qui va être placé au travers de la paroi, sous la peau et jusqu'à proximité de la lésion, au contact direct de la lésion. Ensuite, on enlève le mandrin qui a servi à rentrer cet introducteur et c'est dans cette aiguille qui va servir de guide, de tunnel, que l'on va placer l'aiguille de biopsie proprement dite, qui est cette aiguille avec un système de ressort et qui va permettre de faire des prélèvements. Donc ça, c'est un système essentiel. Cet introducteur, il va permettre de faire finalement un seul trajet, traverser le patient pour pouvoir atteindre la lésion. On ne va pas répéter les passages à chaque fois. On réduit le risque de douleur, de saignement, de dissémination, bien sûr, et on peut comme ça multiplier les prélèvements et avoir la quantité suffisante pour le pathologiste. L'aiguille à biopsie ensuite elle-même, c'est un système de prélèvement avec aiguille fenêtrée. Donc ça, c'est du matériel tout à fait classique. Le principe, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est dans l'introducteur là qui est en bleu, on fait passer cette aiguille en noir, qui est en fait une double aiguille avec une aiguille centrale qui est fenêtrée et une aiguille périphérique qui sert de ciseau qui va couper. Donc on va d'abord rentrer l'aiguille dans la lésion. Ensuite, on fait passer la deuxième aiguille avec ce ressort qui l'envoie brutalement et qui va couper
la tumeur, et l'échantillon qui est dans la fenêtre va pouvoir être ensuite retiré et récupéré dans la fenêtre du système. On utilise généralement des calibres de 16 gauges ou 14 gauges qui vous donnent à peu près ce calibre, hein, donc calibre interne en termes de carottes autour de 1,2, 1,6, et ça donne des carottes généralement de 10 à 20 mm sur les systèmes qu'on utilise. Donc on peut utiliser des systèmes semi-automatiques ou automatiques. Dans le système automatique, les deux aiguilles vont partir en même temps. Dans le système semi-automatique, on va d'abord glisser tranquillement la première aiguille et ensuite pousser la deuxième. Donc le système semi-automatique, est souvent utilisé parce qu'il permet un meilleur contrôle de l'endroit précis où on tire. Le système automatique n'est pas non plus négligé parce que de temps en temps, sur des tumeurs très nécrotiques, il va permettre de capter du matériel de façon plus rapide, avec moins de fragmentation du tissu. Ce qui est très important, c'est de réfléchir au préalable, avant de faire la biopsie, à la voie d'entrée, en sachant que ce qui est essentiel, c'est d'avoir un trajet monocompartimental. Je veux dire par là que lorsqu'on est face à une tumeur comme celle-ci, hein, une tumeur graisseuse de cuisse qui est manifestement une tumeur profonde avec des septa sur laquelle on va bien sûr d'emblée se poser la question d'un liposarcome, eh bien, on sait qu'on va devoir prélever cette tumeur en restant dans le même compartiment pour ne pas ensemencer, bien sûr, un compartiment anatomique. Donc là, on retourne à nos livres d'anatomie, on retourne à la classification compartimentale des lésions et on sait qu'on va devoir prélever cette lésion en restant dans le compartiment médial ici de cuisse, en évitant les autres. Donc évidemment, on ne fera pas de biopsie sur cet axe-là qui passerait par le compartiment antérieur, mais on va aller directement dans le compartiment médial. Alors, on cible la lésion en termes de compartiment, il faut la cibler aussi en termes de point d'entrée, et c'est là que c'est important. Est-ce qu'on doit se mettre un peu plus médian, un peu plus postérieur? Ça, c'est la discussion avec le chirurgien en fonction de la voie d'abord qu'il l'utilisera après. Doit-on faire un tatouage du trajet de biopsie? C'est une question récurrente. C'est un système qui est utilisé, comme vous le savez, pour permettre au chirurgien de savoir précisément par où le radiologue est passé, de façon à retirer le trajet de biopsie au moment où il fera l'intervention sur la lésion. En pratique, ça se fait comme ça. On prend du dermopigment qu'on place avec une petite aiguille dans la zone sous-cutanée, là où on est passé. Il n'est pas nécessaire de tatouer l'intégralité du trajet, hein, ce d'autant que la dissémination de l'encre à l'intérieur de la tumeur peut gêner le pathologiste qui lui aussi doit ancrer sa lésion pour évaluer ses limites. Donc généralement on marque juste le point d'entrée sous-cutané. On le fait généralement pour les lésions des membres ou du tronc lorsqu'on est lorsqu'on est sur une forte suspicion de sarcome. Évidemment, il y a de temps en temps des lésions bénignes que l'on va biopsier où la probabilité de bénignité est quand même plus élevée que la probabilité de sarcome. De temps en temps, on se permet de ne pas les marquer, les tatouer, car ce n'est pas forcément bien vécu aussi d'avoir une lésion bénigne qui va rester en place avec un tatouage. On a eu déjà des remarques de patients sur des situations comme ça. Une chose est certaine, c'est que dans certains cas, on ne tatoue pas les trajets de biopsie, tout simplement parce que le trajet opératoire ne sera pas le même que le trajet de biopsie. Typiquement sur les sarcomes du rétropéritoine, hein, ces sarcomes du rétropéritoine, ils vont être également biopsiés par voie postérieure pour rester là aussi dans le même compartiment anatomique, hein, surtout pas par voie antérieure parce que sinon on traverse la cavité péritonéale avec un risque d'ensemencement péritonéal. Donc ils vont être biopsiés par voie rétropéritonéale, mais évidemment la chirurgie, elle, se fera par voie antérieure sans retrait du trajet de biopsie, donc c'est inutile de faire un marquage dans ces situations-là. Évaluation des échantillons, ça c'est capital pour le radiologue qui fait la biopsie guidée. Il faut savoir que la quantité de matériel est véritablement déterminante pour le diagnostic, puisque les pathologistes vont non seulement faire une analyse morphologique, mais aussi de l'immuno, et puis il y aura des prélèvements qui vont être transmis pour la biologie moléculaire, et également en biobanque pour pouvoir faire de la recherche ultérieurement. Donc il faut suffisamment de matériel. En pratique, ce que l'on essaye de faire dans les sarcomes des tissus mous, c'est au moins 6 carottes d'une quinzaine de millimètres. C'est ce qui permet généralement de réaliser toutes les analyses.
Lorsqu'on est sur des lésions très graisseuses ou très myxoïdes, volontiers on en fait un peu plus parce qu'on sait que ces prélèvements vont être moins cellulaires que sur des tumeurs charnues. Le transfert des prélèvements ensuite est déterminant. Il ne faut surtout pas les fixer directement dans de l'AFA ou du boin ou autre, car sinon on va empêcher la réalisation des études en biologie moléculaire. On les met, on a deux solutions. En gros, soit on peut en congeler une partie directement lorsqu'on fait la biopsie, mais le plus simple, c'est encore de les mettre dans des milieux de préservation. Et les pathologistes eux-mêmes, lorsqu'ils récupéreront l'ensemble des prélèvements, feront le tri et sélectionneront une partie des carottes pour congélation et une partie pour analyse. Et ce transfert, il doit être rapide. Même si on utilise un milieu de conservation comme le RPMI, qui est très efficace, on doit transférer rapidement ces prélèvements. Il faut savoir que les ARN qui sont utiles pour toutes les études en transcriptome ont une survie, même dans ces milieux-là, de quelques heures, l'ADN de quelques jours, mais là, il faut vraiment être rapide. Voilà, et puis bien sûr, fournir la fiche de renseignement aux pathologistes avec les hypothèses diagnostiques qui sont issues de l'analyse clinique et radiologique. Et ces analyses en biologie, ce n'est pas moi qui vais vous en parler, mais il faut savoir qu'il y a énormément aujourd'hui d'anomalies biologiques qui peuvent être très aidantes pour le diagnostic. Donc, 3 messages clés. L'imagerie préalable de qualité, ça c'est vraiment fondamental. On peut poser des indications assez larges, mais seulement si on a une très bonne imagerie, avec des hypothèses histologiques qui vont aussi guider le pathologiste. Importance de l'analyse topographique de la lésion pour les biopsies en termes de cible, de compartiment et bien sûr de tous les rapports vasculo-nerveux. La technique, la définition, c'est technique coaxiale monocompartimentale, ça c'est la base. Toujours préserver du matériel pour les études en biologie moléculaire avec une démarche de qualité pour l'analyse des prélèvements et surtout un dialogue pluridisciplinaire, vous l'avez vu en amont de la biopsie avec les chirurgiens et en aval avec les pathologistes et en RCP pour analyser la cohérence entre le résultat histologique et l'imagerie. Et s'il y a des incohérences, on peut être parfois amené à discuter des rebiopsies sur des cas difficiles. Voilà, merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions pour... Juste quand on passe derrière et pas forcément dans le trajet où on va enlever le trajet de la biopsie, il y a pas plus de risque de dissémination? Non, bah moi j'en ai jamais vu. En fait, Non. sur l'ensemble des sarcomes rétropéritonéaux, on en fait une quarantaine par an. Je n'ai jamais vu de rechute. Alors si une fois, mais c'était un grand Clovis, c'était une chair, un grand Clovis qui avait un sarcome rétroté, et en fait il était tellement gros qu'il était passé sur le ventre, parce qu'il les positionne sur le ventre, il a fait une détresse ventilatoire, et je pense qu'il y a eu un problème technique, probablement que le retrait s'est fait pas dans l'aiguille coaxiale, quoi. Donc je pense qu'il y a eu un problème technique. Mais en fait, je pense qu'il est très important de souligner que très souvent, on voit des biopsies faites ailleurs, pas selon les règles très strictes qu'a décrites Hervé Brice, et qu'en fait, elles sont entre guillemets non contributives, et donc il ne faut surtout pas hésiter à rebiopsier ensemble, ça c'est fondamental. Et même nous, parfois, on a des biopsies, c'est ce que tu as dit, qui sont pas toujours, qui permettent pas toujours aux pathologistes de trancher. Et dans certains cas, on rediscute en RCP de refaire la biopsie parce que c'est tellement fondamental pour la stratégie thérapeutique et la technique de l'exérèse que bon, bah, c'est vraiment fondamental. Donc il ne faut pas hésiter à rebiopsier, en particulier quand la biopsie a été faite ensemble. C'est vraiment hyper important. Je pense que c'est vraiment l'un des messages principaux du DNI, c'est que vraiment ces patients-là qui ont une tumeur suspecte doivent avoir une biopsie, si possible faite ensemble, parce que la technique elle est bien précise. C'est des aiguilles coaxiales, on voit des biopsies faites ensemble qui sont faites avec des aiguilles non coaxiales, c'est une grave erreur. Voilà. Et pas hésiter parfois à faire passer la RCP avant la biopsie. Oui, dans certains cas. Parce que bien souvent, on veut bien faire pour le patient, on veut aller vite. Voilà, le patient est envoyé à quelqu'un qui va faire une biopsie et qui n'est pas forcément spécialiste sarcome. Alors que lorsqu'on fait une très bonne analyse de l'imagerie par des gens qui sont dans des RCP d'experts sarcome, soit on va pouvoir éviter la biopsie parce qu'on va reconnaître une lésion qui est typiquement bénigne, telle que vous en a montré Michel, soit voilà, les astofibromes typiquement, mais il y en a plein en fait de ces lésions-là.
Par contre, dès qu'on va être sur des lésions atypiques, là, on va poser la bonne indication, on va choisir le trajet, on va cibler la zone à biopsier. Donc, il y a vraiment un apport de la discussion pluridisciplinaire aussi en amont de la biopsie. Et une cytosimple, c'est jamais assez. Non. Cytoponction. Bah, non. Non. Sauf éventuellement pour les Wing, vous aurez. Voilà. Mais en dehors de les Wing, où on peut avoir une. Oui. Alors, la cytoponction, j'en ai volontairement pas parlé, parce que dans la pathologie adulte, on l'utilise quasiment pas. Alors, lorsqu'on a une forte suspicion de tumeur à petites cellules rondes, ça peut être très contributif, c'est vrai. Et c'est vrai que sur les sarcomes des Ewing ou sur les rhabdomyosarcomes alvéolaires, typiquement, sur des étalements simples, les pathologistes font parfois le diagnostic, et ça peut suffire aussi pour faire des analyses de recherche de transcrits, une suspension cellulaire. Mais le standard reste l'histologie. C'est vraiment ça, il faut garder ça en tête. Ce que l'on fait par contre chez les enfants, parce que ça c'est plus mon domaine de spécialité, et chez les jeunes adultes aussi qui ont des tumeurs parfois de type pédiatrique embryonnaire, c'est qu'on associe volontiers les deux. C'est-à-dire qu'on fait au préalable des aspirations cytologiques et ensuite on fait les carottes. Et les deux permettent de garantir d'avoir assez de matériel. Et on peut faire beaucoup de choses sur des suspensions cellulaires, c'est vrai. Mais le standard reste l'histologie, je pense qu'il faut garder ça en tête. Pour les petites lésions superficielles et accessibles sur une chirurgicale, est-ce qu'une exercice d'identification, est-ce que ça peut être envisagé ou pas? Alors, ça dépend un petit peu de la taille de la lésion. C'est vrai que si c'est. Et donc, je vous donnerai, accessoirement, je vous donnerai tous les articles de référence, et donc en particulier, par exemple, l'article sur les tumeurs graisseuses, là, que tu as d'ailleurs cité. Pour une toute petite tumeur superficielle, c'est sûr qu'on peut faire une biopsie XRS si ça fait moins de 3 cm, ça se discute. Alors après, cette biopsie XRS, il faut quand même qu'elle puisse être reprenable facilement si c'est un sarcome. Et donc l'une des grandes règles, c'est que la biopsie XRS, la cicatrice doit être dans l'axe du membre ou dans l'axe des côtes, parce que si jamais c'est in fine un sarcome, il faut qu'on puisse le reprendre. Et donc, il y a parfois des biopsies XRS qui sont faites avec la cicatrice horizontale pour être au-dessus du pli de la jupe, et qui, du coup, si on tombe sur un sarcome, un dard référent ou quelque chose comme ça, ou un sarcome superficiel, et ben ça va poser des problèmes éventuellement couverture. Alors après, c'est pas si c'est vraiment superficiel, c'est pas des problèmes de couverture majeurs, parce qu'on peut mettre des greffes, des trucs comme ça, mais après, il faut quand même que le chirurgien fasse ça dans les règles, la biopsie XRS. Donc effectivement, pour des petites tumeurs superficielles, on peut très bien dire, c'est biopsie XRS. Alors la taille qui est retenue dans les guidelines, c'est 3 cm, donc c'est pas au millimètre près, hein. Mais voilà, mais ça doit être fait dans les règles quand même. Mais je pense qu'il faut quand même aussi bien prendre en compte la sémiologie radiologique telle qu'elle vous a été présentée, parce que quand on a une expertise radiologique sur une lésion superficielle, on peut la classer à probabilité de bénignité de 95%, ou parfois sur des tumeurs où on est sur des formes indéterminées. Et je pense que sur les lésions indéterminées, on a quand même si c'est des lésions de petite taille, tout un bénéfice à faire une biopsie et faire l'exérèse d'un darier-ferrant avec des bonnes marges d'emblée plutôt que d'avoir à le reprendre, c'est quand même mieux. Voilà. Il y avait d'autres questions là? Quel est l'intérêt de faire le tatouage si la microbiopsie a été bien faite dans de bonnes conditions? Bonne question. Moi personnellement, je pense qu'on peut éviter le tatouage, ceci d'autant que malgré la discussion entre le radiologue et le chirurgien, une fois sur deux, on ne peut pas le reprendre parce que la biopsie ne correspond pas à nos voies d'abord. Et étant donné que par voie rétro, on ne reprend jamais le trajet et que j'ai, en dehors d'une fois, jamais vu de récidive quand la biopsie est faite selon les règles, personnellement, je pense que même pour les sarcomes de membre, on pourrait l'éviter. Et je vous dis, une fois sur deux, de toute façon, je n'arrive pas à reprendre le trajet parce qu'il n'est pas au bon endroit. Donc, même après en avoir discuté. Parce que nous, notre voie d'abord, elle va être vraiment à un endroit précis pour pouvoir bien faire une chirurgie large. Et une fois sur deux, il faudra un lambeau pour reconstruire la biopsie qui est à 5 cm de la voie d'abord. Donc personnellement, je pense que... Ça reste un sujet toujours un peu polémique, voilà. ce tatouage. Et bon, il faut qu'on en reparle, Sylvie, parce qu'initialement, on avait mis la procédure avec toi en place. Donc, s'il faut changer, on changera. Mais Michel ne tatoue pas. C'est très bien, mais nous, on ne court pas après.
Il tatoue pas. Très bien. Eh bien, Et donc, moi, j'en on pourra reprends retenir pas ça. sur 2 tatouages. Donc, voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Hervé. Je t'en prie. Alors, on